Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui. Oui pis Oui? non. Ben oui pis non. C'est-à-dire, vous voyez, je suis en forme, j'ai pas l'air malade du tout, mais hier matin, je testais positif à la COVID. J'ai quand même eu, au cours du week-end, surtout dimanche, une bonne fièvre. Et ce que je vous expliquais, c'est que je mouche pas du tout, j'ai pas de toux, j'ai simplement un mal de tête. Et quand je vais me coucher parce que je viens fatigué, ben là, je vais souvent faire de la fièvre. Mais là, j'ai fini les périodes de fièvre. Ma blonde, qui a pogné la COVID juste à la suite de moi, là, elle est dans la journée où est-ce qu'elle fait du 101, du 102 de fièvre. Là. Mais c'est rien à voir avec ce qu'on nous annonçait de COVID il y a un an et demi. Là, on n'est pas du tout dans le tout, rien de ça. Et moi, j'étais capable de faire ma journée de travail aujourd'hui. Heureusement, on fait du télétravail maintenant, donc puis et d'être avec vous à soir pour enregistrer, donc c'est tant mieux. Wow. Ben, prends soin de toi, mon cher. Ouais, ben c'est ce que ma blonde, ce qu'elle m'a dit. Elle dit, pense pas que t'es guéri, là. Faut que tu dormes, là. Je dis, oui, fais-toi-en pas, là. Je passerai pas trop. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui, absolument, je suis chanceux dans la vie. Moi, je peux dormir juste quelques heures par nuit et rouler. Tu sais, il y a des gens comme ça, là, on fait comme 16 heures debout, puis non, plus que ça, 20 heures debout, puis 6 heures de sommeil. En vieillissant, c'est de plus en plus. 20 heures debout et 6 heures de C'est sommeil. ça. 20 heures debout et 4 heures de sommeil. Ah, blâme la COVID, là. Mais la réalité, c'est que là, en vieillissant, je suis plus rendu à 5-6 heures, parce que, bon, on n'a plus l'énergie qu'on avait quand on avait 20 ans, là, mais... Ah, moi, j'ai pas mon 8 heures, là. Je suis pas du monde. Tu sais, les contrats s'attirent. Moi, ma blonde a besoin, je pense, de 9 heures ou 10 heures de sommeil, tu sais. Donc, elle comprend pas que je peux avoir dormi juste 4 heures, puis je suis comme frais dispo, let's go, on part, la journée est bonne. Pour elle, il y a quelque chose qui marche pas quelque part. Je dis, oui, regarde, je viens de gagner 4 heures de plus que de choses productives que j'ai pu faire pendant que tu dormais. Donc, c'est ça la beauté d'être en couple avec quelqu'un qui te ressemble pas, c'est que les choses qu'elle aime pas, que moi, tu sais, comme là, j'ai le temps d'écouter plein d'affaires, ou en tout cas que je sais que je pourrais pas forcément essayer d'entraîner dans mes passions. Écoutez, et Guy, il y a du nouveau, je pense, de ton côté, que tu aimerais partager avec nos auditeurs. Ben oui, écoute, après 17 ans comme travailleur autonome, j'ai joint une entreprise, donc je suis travailleur à temps plein là, employé à temps plein. Je travaille chez VMware Tanzu, la division Tanzu, qui font des produits qui s'intègrent à Kubernetes. C'est pour la grande entreprise. Puis je vais écrire du contenu, de la formation, de la documentation pour eux. En fait, à peu près la même chose que je faisais là quand je faisais mes formations sur Kubernetes, mais maintenant pour VMware Tanzu. Cela est possible à cause qu'on peut travailler maintenant à distance. Parce que si on remonte en 2016, si on t'avait offert la même job, on t'aurait dit, ben là, nous, notre centre d'excellence, il est, je sais pas à quel endroit, donc si tu vis pas dans cette ville-là, oublie ça. Et là, maintenant, ils font comme, non, tant que t'es dans un endroit civilisé, un pays qu'on considère comme un pays correct, comme le Canada, ben tu peux travailler à distance sans problème. Ben ouais, parce que mon équipe, il y en a un sur la côte ouest américaine, il y en a un en Floride, le manager est à Denver, 2 sur la côte est, il y en a 2 au UK et le dernier en Inde. Mm-hmm. Donc c'est vraiment une équipe là qui est située partout sur la planète. L'avantage du télétravail, c'est que les compagnies peuvent recruter des gens qui
sont les spécialistes dans leur domaine, là, puis les fuseaux horaires, le seul désavantage, c'est vraiment quand vient le temps de réunir tout ce beau monde-là, c'est plus compliqué, là. Puis là, qu'est-ce qu'on te faire avec la formation que tu avais mis en ligne, l'académie? Est-ce que c'est toujours comme un service disponible ou Non. Alors pour non-compétition, là, j'ai dû désactiver là la vente de mes formations. Ils sont en ligne. Pour ceux qui en ont acheté, c'est encore en ligne jusqu'au 28, à fin février 2023. C'est ça, parce que chez Tangzu, c'est vraiment un produit qui s'appuie sur Kubernetes. Donc, c'est ton expertise Kubernetes aussi qui c'est pas juste ton talent comme concepteur de contenu de formation, mais c'est aussi ta compréhension de la technologie qui intéressait. Oui, aussi mon expertise du côté Microsoft, du côté .NET aussi, parce que c'est un segment là qu'ils veulent aller chercher aussi. Ben en tout cas, félicitations. Gros changement de mon côté. Oui. Puis aussi, notre invité, il y a eu du changement moi, depuis la dernière fois qu'on lui a parlé. Écoute, ça fait un bout là que j'ai pas eu la chance, moi, de me reconnecter avec Joël Hébert. Joël, bonjour. Bonjour, ça me fait un grand plaisir de me joindre aujourd'hui avec le Visual Studio Talk Show. Et effectivement, j'étais un ancien MVP et j'ai dû céder cela pour devenir employé chez Microsoft. Mais aujourd'hui, je vais partager mes opinions personnelles et non celles de Microsoft, mais je vais quand même garder mon sens d'humour. Parce que tu travailles maintenant pour Microsoft. Ça fait quoi, là? Presque 1 an et demi là, que t'as fait le saut? Exactement, ça fait à peu près ça, 1 an et demi. Puis auparavant, pareil comme Guy, j'étais un indépendant, j'étais un consultant à mon propre compte. Je faisais beaucoup de mandats avec le gouvernement fédéral. Mm-hmm. Parce que tu demeures dans la région d'Ottawa. Puis la beauté de la chose, c'est ça, c'est que t'as pu accepter une job chez Microsoft, mais Microsoft te dit pas, ben là, il faut que tu déménages, non, tu restes chez vous, tu restes dans ton environnement, parce que le gros du travail se fait à distance, donc... Oui, effectivement, moi, je demeure en campagne, puis auparavant, je devais chaque jour conduire à peu près 1 heure, me rendre au centre-ville, stationner. Je travaillais plus qu'un mandat, donc moi, c'était une journée de 7 à 6 à peu près. Mm-hmm. So, je me réveillais très, très tôt, j'arrivais très tard le soir. So, tu sais, des fois, je blaguais que quand je pars le matin, il fait noir, quand je reviens le soir, il fait noir. Mm-hmm. Mais maintenant, ça, c'est plus le cas. Travailler de la maison, ça me sauve facilement 10 heures par semaine. Mm-hmm. C'est très bon pour la santé mentale parce qu'on peut marcher aussi au lunch. C'est plus facile de marcher durant l'heure du dîner, le matin. Moi, je suis en campagne, comme j'ai dit, là, il y a des petits oiseaux qui chantent le matin. Ça, j'aime ça prendre une marche de 45 minutes, puis c'est complètement différent comme style de vie. Ben, bravo. Content pour toi. Merci bien. Puis ton titre là-bas chez Microsoft, tu fais quoi? Oui, moi, je suis un architecte info-nuagique. J'ai une spécialisation. Qu'est-ce que les autres, il y a une désignation qui s'appelle Digital App Innovation. So, tu peux être un spécialiste en data ou en AI ou Power Platform ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment tout ce qui est relié au code, les API, App Service Environment, le serverless, ces choses-là. Et aujourd'hui, ben, ce qu'on veut discuter avec toi, Joël, puis c'est un sujet fort intéressant parce que dans le passé, on a parlé d'API REST, donc on va parler de comment on publie finalement des fonctionnalités sur l'Internet, mais avec un focus orienté sur comment on industrialise un API web. C'est-à-dire, c'est quoi les éléments qu'il faut pas oublier de faire si on veut vraiment mettre un service live, puis un service qui va être sécurisé, efficace, là, qui marche bien. Donc, c'est tous ces systèmes-là, tu vas nous faire... Ben oui, mais Mario, c'est super simple, là, faire une API. Je suis dans Visual Studio, là, ouais. Je fais right-click, là, clic, là, puis j'ai une API, là. Pourquoi Joël, est-ce que j'ai besoin d'autre chose que ça? Ouais, un coup que j'ai fait F5, là, puis ça roule sur mon poste, là, il me semble que toute la job est faite. Ouais, ben il y a comme une espèce de
de Joe qui dit que les amis ne laissent pas les autres amis faire right-click deploy. C'est quelque chose qui existe beaucoup sur l'Internet, mais effectivement, il y a vraiment 3 tangentes. Une de ces tangentes-là, c'est la virtualisation, c'est ça le terme. Ça, c'est quand on utilise le API Manager afin de virtualiser le API. Puis ceci, c'est utilisé pour non seulement la sécurité, mais aussi pour la découverte de l'API. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une fois que tu as comme une cinquantaine, soixantaine d'API dans un système d'intégration ou un programme professionnel d'API, faire la découverte de toutes ces API-là, c'est très difficile. Tu veux pas avoir des documents un peu partout. Donc, pour faire les descriptions, trouver les API, partager les API, ça se fait à travers du proxy du API Manager. Cela, c'est très important. Moi, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à vendre ce concept-là, mais j'ai eu beaucoup de difficultés avec de nos jours. Tu sais, il y a le terme de citizen developer. J'ai eu beaucoup de problèmes à convaincre les gens que des fois les single page apps, ça aussi, ça peut être considéré comme un API. So, si tu regardes les single page apps qui ont des fonctions à l'arrière-plan, si tu penses, c'est pas ce qui roule sur le téléphone, ou c'est vraiment l'API en arrière là, qui est utilisé par le single page app. OK. C'est ça. Puis là, c'est une bonne conversation à avoir. Est-ce qu'on met un API Manager en avant du API ou non? Puis il y a beaucoup de puristes qui disent que ben non, c'est juste un site web, c'est pas vraiment un API avec beaucoup de fonctionnalités. On met pas de API Manager en avant. Selon moi, je mets toujours un API Manager en avant de toutes les charges. Ça va être quoi le plus gros bénéfice d'un API Manager? Selon moi, c'est la découverte des API. Parce que ça va te forcer à utiliser des standards pour que ton API s'auto-documente, c'est-à-dire que parfois tu publies avec le JSON nécessaire pour que lui il soit capable de te fournir directement une plage de découverte, c'est-à-dire un endroit où tu es capable de pouvoir expérimenter avec l'API puis voir c'est quoi les entrées prévues, les inputs attendus puis ce que tu vas recevoir comme résultat comme JSON. Mm-hmm. Puis une bonne façon de penser à ton programme d'API avec un API Manager, c'est que lorsque quelqu'un va évaluer ton produit, quand un API Manager peut faire la découverte, c'est très facile de faire qu'est-ce qu'il appelle le TTFC, c'est le Time to First Call. Ça, c'est très important avec les API. Si quelqu'un fait la découverte de ton API, est-ce que ça va prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou 3 jours avant qu'il peut faire le premier appel contre ton API? So vraiment, quand tu as un API Manager, puis c'est très facile de faire la découverte, de faire le onboarding ou quoi que ce soit, ça l'aide beaucoup à l'expérience, tu sais, le UX, le User Experience. Ça l'aide beaucoup parce que tu as seulement une chance de faire une impression. Parce que quand il évalue 3-4 différents API afin de déterminer comme quel produit qu'ils vont acheter, c'est très important que ça soit très facile à utiliser, que toutes les API soient consistants, que si tu as 7 différents API, la façon que les réponses y reviennent, la façon que tu vas loguer, la façon que tu vas faire la pagination, c'est très standardisé, c'est pareil à travers de tous les API. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. So, numéro 1, c'est tu t'as demandé c'était quoi les différentes tangentes. Là, 1, on a parlé des API Manager. 2, c'est d'avoir un style consistant à travers de tous les API. Comme ça, t'as pas une équipe qui va juste décider de faire une API de telle façon. Là, tu as une autre équipe, Citizen Developer, ils vont faire le design de leurs API d'une autre façon. Puis après ça, tu as une équipe d'intégration qui s'en va d'une autre tangente puis qui font ça d'une troisième différente façon. Ça, ta stratégie de nommage est importante, là. Extrêmement important. Puis ça, c'est une des choses que tu dois faire au prix avant de commencer à coder les API. Je veux juste revenir à ton API Manager, là. Concrètement, c'est quoi, là? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est une DLL que tu rajoutes? C'est quoi un API Manager? Essentiellement, c'est un produit. C'est difficile de le catégoriser comme étant un PaaS ou un SaaS. Selon moi, c'est un PaaS, puis on installe ça en avant des API. Puis ça fait la virtualisation. Essentiellement, tu veux pointer
ce service-là vers le API. Puis là, si tu as une spécification OpenAPI, ça va virtualiser le tout dans ce service-là. Puis après ça, tu peux faire la découverte. Tu peux aussi insérer de la sécurité, enlever des entêtes, là, les headers, les fameux headers pour aider avec la sécurité. Alors, dans Azure, c'est un service? Exactement, c'est exactement ça. C'est un service PaaS qu'on met en avant des API, en avant de ton programme API. Donc, tu rajoutes comme un front ou quelque chose qui est à l'entrée, qui est en amont, qui va te servir à sécuriser ton API, mais aussi d'avoir un point central qui peut pointer sur plusieurs applications finalement qui servent des API qui pourraient être servies dans App Service ou dans un Kubernetes ou un autre service à l'intérieur d'Azure. Oui, c'est exactement ça. Sur de fait, tu vas avoir deux chemins. Une fois que tu installes ce service-là, tu vas avoir un portail, puis tu vas avoir un proxy. Le portail, c'est vraiment pour faire la découverte des API. On pense à cela comme étant comme un site web qui va décrire tous les API que tu as virtualisés. Les gens peuvent venir essayer les API, peuvent vérifier quelles sortes de sécurité que tu utilises, regarder les schémas. Mais ensuite, aussi le proxy, c'est là où tu fais les appels contre les API. Puis comme tu dis, c'est un adresse centralisé. Ça serait comme guybarrette.api.ca. Puis après ça, tu utilises le chemin /client ou /vente ou /shine ou quelque chose dans le genre. Ça centralise ton programme d'API. Tous les appels vont passer à travers ce service-là. Mais lorsque je fais une application pour mon entreprise, là, donc je fais pas, j'expose un API pour mon back-end, puis c'est spécifiquement pour mes besoins à moi. Est-ce que l'utilisation d'un service API Manager, est-ce que c'est overkill ou ça me permet peut-être de regrouper tous mes API sous un même point d'entrée? Ça, c'est une très bonne question. Selon Gartner, dans leur documentation, il y a deux possibilités avec les API. Là. Tu peux faire un programme interne ou externe. Qu'est-ce que je viens de décrire? C'est pas mal un programme interne. Donc, les gens qui sont publics ou on peut les considérer des clients externes vont pas avoir accès à cette API-là. C'est un API que tu utilises juste pour faire des essais de sécurité ou quoi que ce soit. Des fois, c'est pas nécessaire de le mettre à travers un API Manager. Mais à l'interne, c'est aussi important de mettre les différents API et aussi, pas seulement juste des API. Des fois, il y a, on m'a donné un exemple, des CRM puis des ERP, ils ont tous des API. Vraiment, c'est pas un API que tu as conceptualisé, que tu as hébergé ou quoi que ce soit. Ça peut être un CRM qui expose un API. Puis dans le domaine d'intégration, on dit toujours de ne pas faire des connexions point-to-point, d'aller directement contre le CRM, passer à travers d'un API Manager ou une queue ou quelque chose dans le genre. Puis il y a aussi on va donner un autre exemple de Nodo, qui est un service de virtualisation de data. Au lieu d'aller directement vers des Nodo, tu vas à travers l'API Manager qui ensuite pointe à des Nodo. Comme ça, Mario a fait allusion tantôt à faire des rate limits et des quotas, et puis tu peux ajouter de la sécurité OAuth aussi avec l'API Manager. Donc, il y a beaucoup de différents patterns, si on veut. Mais à l'interne, ça, c'est vraiment libre à vous de déterminer si vous voulez mettre un API Manager en avant de l'API. Si l'API est seulement utilisée pour 2-3 appels, puis c'est vraiment une banalité, probablement que non. Mais si c'est quelque chose qui est utilisé pour aller contre un CRM, un service de virtualisation de data ou un ERP ou autre API. Il y a aussi le legacy, le SOA, les anciens services web peuvent être virtualisés dans le API Manager aussi. Vraiment, c'est tout ton programme d'intégration qui peut passer à travers de... Puis il va appliquer les meilleures pratiques aussi, à quelque part. À partir de la définition OpenAPI, il va s'assurer de ton manager que des bonnes pratiques standards d'industrie sont en place.
ce qui est peut-être pas forcément ce que tes concepteurs d'API savaient de bout en bout, là. Donc, ça peut pallier pour certaines faiblesses qu'il peut y avoir dans certaines API. Oui, tu peux toujours exposer un ancien service web comme un API. Comme ça, comme si quelqu'un fait la découverte, les autres, ils vont voir un API, c'est du JSON, tout est beau. Mais à l'arrière-plan, il y a des conversions qui se font. Et vraiment, les autres, ils ne savent pas, mais à l'arrière-plan, c'est un ancien service web qui peut-être utilise Basic Auth. Mais toi sur l'API Manager, tu vas décider d'utiliser OAuth 2 avec des jetons au lieu pour moderniser le tout. Donc, tu peux faire des modifications comme cela. C'est des patterns assez avancés. Il y a aussi autre pattern où ce que tu peux obfusquer certains services de Microsoft comme des storage accounts ou un service bus. So, une technique que moi j'aime faire, c'est au lieu de exposer une queue ou un topic d'un service bus à un client, moi je vais dans le API Manager, puis je crée un API, puis à l'arrière-plan, j'envoie un appel REST à la queue, puis j'insère le tout dans la queue. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que le client peut faire la découverte de l'API dans l'API Manager. J'ai pas besoin d'envoyer de la documentation au partenaire disant « Hey, tu sais, je veux que tu mets une charge sur cette queue ici. Voici tu sais, un token SaaS ou quoi que ce soit. » Je peux lui dire t'as déjà fait l'onboarding sur l'API Manager, retourne, il va y avoir un nouveau API, tu peux utiliser OAuth 2, qui est la façon de sécuriser un API, puis après ça, tu peux m'envoyer un schéma, le schéma va être visible dans l'API Manager, on peut faire des essais, puis après ça la charge va se rendre sur la queue. So, il y a plusieurs techniques comme ça qui sont vraiment le fun parce que sinon, si tu ferais pas cela, il n'y a pas de façon de faire une découverte d'une queue. Il faut vraiment partager la clé, puis il faut aussi partager le schéma JSON avec le partenaire. Donc, ça sauve des étapes. Mais c'est non négligeable ce que tu viens de mentionner, là. C'est-à-dire que l'API Manager, c'est plus que un point d'entrée qui va faire une route là, d'un appel vers quelque chose qui est hébergé dans Azure. C'est un service qui est intelligent, là, qui peut faire la conversion d'un API REST vers un service, des vieux services web, là, comme on les faisait, là, c'est quoi, en XML, là, Les SOAP. Ouais, les SOAP, c'est ça, exactement, là. Puis, ça gère aussi tout l'aspect sécurité. Ben, moi, une recommandation que je ferais, c'est que si vous avez, au lieu de se lancer, par exemple, en disant, OK, on va faire un refactoring d'un service SOAP, étape numéro 1, mettez un service manager, ça va vous forcer à définir correctement votre contrat. Et après ça, vous pourrez venir refactoriser ce qui est en arrière, le SOAP avec les technologies modernes. Parce que des fois, on se dit, OK, on peut plus garder ce service-là parce qu'on n'aura plus de développeurs maintenant qui savent faire du SOAP. Mais une bonne pratique, au lieu de dire on va faire un projet de refactorising, puis on va refactoriser notre interface SOAP un petit peu par petit peu, ben vas-y en 2 étapes, commence par mettre un service manager en avant, puis après ça, commence à faire ta réécriture. Oui, c'est une bonne technique, ça fait du sens. Ben, ça va coûter moins cher aussi, là, au lieu de réécrire ton service SOAP, tu fais juste mettre un middleman qui est l'API Manager, puis tu le gères de cette façon. Un des gros avantages, c'est que tu peux décider de dire, ben là, j'ai-tu besoin de modifier tout de suite, tu sais, ton service SOAP, ça te donne du temps. T'es pas obligé vu que t'as une solution très clean, avec ton service manager, ben, tu vas décider après ça, en fonction de tes contraintes de temps, à quel moment tu vas le faire. Mais c'est plus comme une urgence de dire, il faut absolument refactoriser ça rapidement parce que ben justement, on n'est pas REST, surtout notre API n'est pas découvrable, puis il faut envoyer de la documentation ad nauseam à nos fournisseurs. Dans ce cas-là, avec OpenAPI, la documentation, tu l'as dit, elle est live. Le portail, c'est ta documentation. Exactement. Puis l'autre chose qui est vraiment efficace, c'est que il y a certains anciens services SOAP que la sécurité, c'est juste comme Basic Auth. Tu vois ça avec des gens qui n'ont pas modernisé leur CRM.
So là, eux autres, vraiment, à l'arrière-plan, quand tu appelles le CRM, c'est vraiment username, password, tu envoies le mot de passe puis le nom de l'utilisateur. Si tu regardes comme l'industrie, là, il y a plus vraiment personne qui utilise Basic Auth là, de façon moderne. So vraiment, tu peux aller moderniser le tout avec OAuth. Puis c'est ça, tu peux inspecter le jeton dans le API Manager, vérifier si le jeton vient du tenant d'un certain client. Tu peux voir c'est que, tu sais, je vais parler un petit peu comme dans le langage de Jot, là, il y a un audience, c'est où c'est vers quelle application je m'en vais, il y a le API app, c'est quel client qui a généré ce token-là. Là. Disons que tu fais un grant client credential, c'est qui a fait la demande. Le tenant, ça vient de quel Azure Active Directory. Tu peux tout faire la validation de toutes ces choses-là. Puis une autre chose qui est importante, c'est que tu sais, en Azure, si tu publies puis tu héberges un API, des fois tu vas avoir il y a une entrée qui s'appelle X-Forwarded4, ça donne l'adresse IP du API. So, l'API Manager, une chose qui est vraiment intéressante, c'est que tu peux enlever certaines entêtes, faire des ajouts aussi. So, si t'as jamais payé une compagnie venir faire comme un pen test ou vérifier la sécurité, ils vont toujours te dire, tu sais, il faut t'ajouter 4-5 entêtes. So, tu peux les ajouter de façon automatique avec l'API Manager. Puis tu peux en enlever 4 ou 5. So, moi, j'enlève toujours le type de serveur comme ASP.NET, j'enlève le X-Forwarded4, je veux pas partager l'adresse IP des API. So, ça fait partie du programme de sécurité. Puis chaque fois que tu parles aux développeurs de différentes équipes, que ce soit comme l'équipe de marketing, les citizen developers ou d'intégration, ils disent toujours, ah oui, je vais prendre soin de ça dans mon API. Mais c'est toujours bien de le faire d'une façon centralisée. Dans les transformations, qu'est-ce qu'ils appellent les policies dans API Manager. Comme ça, chaque API que tu vas virtualiser et publier, tu peux insérer cette policy-là, puis là, ça va le faire. So, si jamais quelqu'un oublie ou il y a une bug dans un des API, ben c'est correct que l'API Manager va intercepter, il va prendre soin de cela pour vous. Est-ce qu'il t'aide aussi pour tout ce qui est monitoring? Souvent, tu veux être capable de loguer tout ce qui s'est passé, puis justement l'envoyer vers, surtout les grosses organisations, ils veulent centraliser ça pour envoyer ça vers leur équipe de sécurité qui eux autres monitorent, puis souvent ils ont des requêtes à ce niveau-là. Donc si tu as ce service-là, tu vois, ça va être assez facile, je me dis, soit de le brancher avec le service de monitoring d'Azure ou de le brancher un peu avec n'importe quelle autre technique que l'entreprise peut utiliser. Oui, traditionnellement, moi j'ai toujours attacher l'API Manager avec Application Insights. Puis là, dans Application Insights, il y a une des blades qui s'appelle Application Map. Donc, ça va démontrer la map de l'APL. Puis tu vas voir l'API Manager, ensuite le API, puis après ça, tu vas voir qu'est-ce que l'API fait, s'il va appeler un SQL Server ou quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est vraiment le fun parce que tu peux voir s'il y a eu un problème avec l'API ou avec la virtualisation. Des fois, ça se peut qu'il y ait eu un problème avec le token ou quoi que ce soit. So, tu peux vraiment le voir dans App Insights. Mais c'est toujours une bonne idée aussi d'envoyer la télémétrie dans un storage account. Comme ça, tu peux vérifier plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Puis, une chose qui se passe souvent, c'est qu'une fois que tu as un programme professionnel d'API, tu vas recevoir qu'est-ce qu'on appelle des Advanced Persistent Threats. Puis en anglais, le terme, c'est les étonnations. Ils vont commencer à scanner ton programme de API. Ça, tu vas recevoir comme 100 000 requêtes en dedans de 2-3 minutes. Puis ça le cache pas, là. Ils vont faire ça chaque jour au même temps. Ça, c'est très important d'avoir une technique. Puis là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu as ton API Manager et Application Insight, tu vas recevoir des 404. C'est des not found, là, 404 not found. Tu vas recevoir ça un peu partout. Tu vas en recevoir des centaines de mille. Qu'est-ce que tu vas faire pour bloquer le tout dans ton service d'intrusion ou quoi que ce soit qui est en avant du API Manager? Puis on n'a pas parlé de ça encore. C'est le cheminement qui se rend à ton API. C'est quelque chose qui serait peut-être pas recommandé, c'est de prendre ton API puis d'héberger ça directement sur l'Internet, là. Le premier stage, ce serait de mettre un API Manager en avant. Comme ça, tu n'exposes pas directement ton API.
Après ça serait de mettre un WAF en avant de cela. Et puis après ça, mettre un IDS, IPS en avant. Bon, là, explique juste à nos auditeurs l'acronyme WAF puis un IDS. Qu'est-ce que c'est? C'est le premier service, le IDS, IPS, c'est Intrusion Detection System, Intrusion Prevention. So, on connaît ça comme Fortinet, FortiGate, c'est un bon exemple. Mm-hmm. Ça va prendre soin. Tu sais, quand on allait à l'école, là, tu vas jamais revisiter ça, là, c'est comme le Layer 3 et Layer 4 du modèle OSI. Mm-hmm. C'est essentiellement ça. So là, si quelqu'un veut faire des attaques de protocole ou quelque chose dans le genre, ça va passer à travers de ce service-là. Ensuite, ça, c'est relié à l'appel va s'en aller au WAF. Ça, c'est un Web App Firewall. Puis ça, là, on est plus au niveau 3 ou 4 du OSI. On est rendu au niveau 7 qui est HTTP. Mm-hmm. Là, c'est ça. So, là, on va regarder pour certaines choses, comme des attaques de canonicalisation, XSS, SQL injection, des choses comme cela. Puis après ça, on se rend au API Manager qui a ensuite virtualisé ton API. So, en réalité, ton API, dans tes subnets, là, il est vraiment comme 4 niveaux plus bas. Mm-hmm. So, personne peut vraiment scanner ton API avec un Nmap ou quoi que ce soit pour déterminer quels ports qui sont ouverts parce que quand tu fais cela, tu vas vraiment scanner le service de IDS, IPS, puis après ça, tu t'en vas au WAF, après ça, tu t'en vas au API Manager, après ça, tu t'en vas au API. So, t'es à 4 niveaux plus bas. So, c'est plus difficile aux hackers de faire de la reconnaissance ou d'essayer de trouver des trous dans ton programme. Parce que si j'expose mon API directement là, sans ces services-là, c'est plus facile pour les hackers d'essayer de trouver des failles puis d'utiliser des programmes qui permettent de scanner puis de trouver des problématiques. Je citais une de tes présentations au Prairie DevCon à Calgary. Tu montrais un outil là qui essayait de trouver des failles en essayant de générer des erreurs 500 par exemple. Donc, si j'ai les services que tu as mentionnés un petit peu devant mon API, ben ça bloque ce type d'attaque-là en amont. Effectivement. So, si vraiment tu as un API qui est directement sur l'Internet, si tu regardes tous les programmes pour pratiquer comme le hacking, comme il y en a un bon qui s'appelle TryHackMe, c'est gratis. La plupart des attaques, tu commences à faire un port scan. So, tu veux vraiment énumérer tous les ports puis voir quelle sorte de service qui roule sur la machine. Ça va te laisser savoir est-ce que c'est IIS qui roule, est-ce que c'est Apache. Une fois que tu as déterminé c'est quoi, ben après ça, tu veux déterminer avec un outil comme exemple GoBuster qui va regarder ton hiérarchie de ton API ou ton site web. Est-ce qu'il y a une section qui s'appelle download ou quoi que ce soit. Après ça, tu peux commencer à faire des abus de cette façon-là. Mais une fois que tu es en arrière de 4-5 de l'hierarchie 4-5 niveaux, puis tu es en arrière d'un IDS, IPS, là, tu es en train de scanner le service et non ton API. So, c'est vraiment, ça vient en lanière protéger ton API. Puis c'est ça. Si tu prends un exemple, là, le Azure Application Gateway, puis tu pointes le OWASP Zap, qui est un scanner de dynamique qu'il appelle. Si tu pointes ça directement à une API, ça va scanner, puis tu vas avoir comme 700-800 requêtes. Ça vient effectivement faire de la reconnaissance et attaquer l'API. Mais si tu le pointes au Azure Application Gateway, il va arrêter après la première exécution parce qu'il sait que c'est le OWASP Zap qui est en train d'exécuter le tout, puis là, ça va l'arrêter. So, il y a beaucoup de bénéfices à avoir des IDS et des WAF parce que ça peut coûter combien par mois là mettre un service un API Service Manager? On parle pas de frais super astronomiques là. C'est quoi, une centaine de dollars par mois que ça peut représenter peut-être? Tu vas me dire ça dépend de la charge là. Ouais, so grosso modo en dev, c'est à peu près 50 dollars par mois là. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les figures là, mais c'est à peu près par expérience, après 50 dollars. Mais si tu veux, comme le Cadillac, là, celle qui est comme
intégré avec les VNet, qui a un petit peu tout, tu sais, comme un peu de tout. C'est à peu près 2000 $ canadiens par mois, grosso modo. Ça peut être assez dispendieux, mais quelque chose comme, c'est comme dans le milieu, c'est à peu près ça, de 250 à 300 $ par mois. Ça peut. Azure, là, ouais. On parle de entre 1000 et 25 000 $ par année. C'est sûr que si tu fais quelque chose qui a très peu de valeur, les risques que tu sois attaqué sont assez minces, donc tu voudras pas dépenser 25 000 $. Mais imagine que ton entreprise, c'est une entreprise d'un service financier, elle est potentiellement toujours à risque de se faire attaquer. Et le jour où les hackers découvrent que c'est quelque chose de si niaiseux. Mettons que cette application-là, elle sert à... On va faire un scénario, peut-être qu'il est bidon, là, mais elle sert à remplir des comptes de dépenses. Et donc, les gens utilisent ça. Puis, donc là, les gens découvrent que son pompe, son inonde, son API avec des requêtes bidons, ben les gens sont plus capables de remplir des comptes de dépenses. Et qu'est-ce qui va arriver? La première journée, c'est comme, ça va mal, on n'est pas capable de remplir les comptes. Après 2-3 jours, là, à un moment donné, on te reçoit un avis qu'on dit, ouais, on a pris en otage ton API, puis si tu ne payes pas de rançon, tu seras pas capable de... Puis là, c'est pas parce qu'ils ont vraiment fait une intrusion, c'est juste que de l'extérieur, ils attaquent systématiquement ton API parce qu'il est visible l'Internet. Avec un service comme ça, bingo, ça vient de finir, tu seras jamais attaqué de cette nature-là. C'est sûr que si t'es le petit restaurant au coin de la rue, les probabilités que les hackers veulent t'attaquer sont assez minces parce que ils savent que t'as pas beaucoup d'argent. Mais c'est toujours la réalité les gens riches se font attaquer. Puis si ton entreprise a le moindrement des capacités financières, ben t'as intérêt à te protéger correctement. Puis la façon de se protéger aujourd'hui, c'est de mettre en place les bonnes pratiques. Puis donc de mettre ce que tu appelles une couche de virtualisation en façade. Mm-hmm. Exactement. Sur une bonne couche de virtualisation en avant des API, puis après ça, quel service de sécurité est-ce que tu veux mettre en avant de cela? Définitivement un WAF, puis définitivement un IDS, IPS en avant de cela. Mm-hmm. Mais il y a une autre considération, c'est quoi faire pour le DDoS. Pour le DDoS, est-ce que le DDoS, justement, c'est des attaques que les gens font. Tu sais, tu reçois un paquet de requêtes qui pointent sur des URL qui n'existent pas, mais toi, ton serveur est obligé de revenir puis de dire 404. Et si tu as vu se programmer de façon standard, ça vient vite que tu reçois des milliers de requêtes. Donc, un DDoS, qu'est-ce que tu fais contre ça? Ça, tu as vraiment deux choix. Tu peux prendre un service comme de proxy, là, comme un Akamai ou Cloudflare. Mm-hmm. Puis toutes les requêtes doivent passer à travers de cela avant de se rendre à ton API Manager. Tu peux combler ça avec un service. Puis ça, ces services-là, ils ont arrêté certains DDoS dans les derniers 10 ans. Là. Il y en avait un, c'était contre Krebs on Security. Ils ont arrêté un des plus gros DDoS historiquement, sont très capables. Si t'es en Azure, ben il y a la protection de DDoS, il y a standard, il y a d'autres niveaux. Tu mettrais ça dans le hub où ce que le trafic y rentre. C'est vraiment libre à toi de décider si tu veux aller de façon native avec Azure, puis prendre la protection de DDoS là, ou tu veux le faire avant que ça rentre dans Azure, puis prendre un service proxy comme Akamai ou Cloudflare. Mais il y a une autre technique aussi. Dans les derniers 10 ans, on a vu beaucoup d'attaques volumétriques, des DDoS traditionnels où c'est juste, tu veux juste mettre le serveur à terre pendant de longues périodes de temps et vraiment faire cela, un denial of service. Mais après ça, il y a aussi les DDoS qui sont, c'est comme un smoke screen, c'est juste pour faire comme du bruit de trafic dans les logs parce que à l'arrière-plan ils font un advanced persistent threat puis ils utilisent des techniques puis ils génèrent du trafic pour essayer de faire une intrusion ou faire une injection, mais ils bombardent avec du trafic. Puis vraiment le DDoS va être activé, arrêté, activé, arrêté, activé, arrêté. Comme ça va activer ton système de protection DDoS. Puis après ça ils vont arrêter. Puis après ça, toi, quand ils vont faire le cooldown qu'ils appellent, puis après ça, ils vont repartir le tout. Là, tu vas vraiment, dans tes logs, tu vas voir ça va être activé, désactivé, activé, désactivé. Puis il y a beaucoup de trafic. Après ça, faut que tu passes à travers le trafic pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça
ça devient très difficile à faire. Ça, j'espère que tu verras pas qu'il y avait des tentatives d'intrusion à travers ces DDoS-là, parce que c'est comme une façon de camoufler les choses malsaines qu'elle essaie de faire sur ton API. Une petite question ici. Est-ce que si, par exemple, là, j'ai des API qui ont été construits là, au fil des années, puis on voit que les styles sont différents. Donc, ça cause un problème. Les clients sont posés questions parce que l'utilisation n'est pas fluide. Est-ce que l'utilisation d'API Manager permettrait d'exposer le nom d'une méthode d'un API qui serait mieux par rapport, puis router le call à la méthode où le nom est plus cryptique, là. Est-ce qu'il y aurait moyen de renommer des noms de méthode via l'API Manager? Oui, puis tu peux aussi faire qu'est-ce qu'on appelle un overload des verbes. Comme moi, la première fois que j'ai travaillé avec un API, le design est revenu, c'était toutes des get. Puis il n'y avait pas de post, il n'y avait pas de delete, c'était juste des get. La sécurité, c'était basic. Ça date de très longtemps. Mais là, à réviser cela, moi, j'aurais dit, il n'y a pas question que je code cela, mais dans le temps, c'était mon premier API. C'était pas moi qui étais l'architecte. J'ai dit, OK, ouais, je me fais payer à faire l'API. J'ai jamais fait un API. J'ai tout le temps bâti des services WCF. Je l'ai bâti le tout. Mais là, après ça, j'ai commencé à apprendre un peu plus à propos du design, tous les verbes, toutes sortes de choses comme ça. Puis là, tu commences à regarder cela, puis tu dis, OK, peut-être qu'on peut faire un overload des verbes ou comme que Guy dit, on peut changer le cheminement, faire en sorte que le design fait plus de sens. Comme si tu avais un API que tu avais appelé dans le chemin, c'était écrit comme create new client, quelque chose dans le genre, comme créer nouveau client, au lieu de juste avoir un put puis / client, puis après ça faire un get / client, qui est comme la bonne façon de faire le design. Définitivement, tu peux prendre des transformations avec l'API Manager et transformer ton API, faire en sorte que c'est plus fluide pour tes clients, parce que sinon ils vont pas seulement regarder tout ton programme d'API puis se demander qu'est-ce qui se passe. Parce que tu vas avoir toutes sortes de différents styles. C'est ça, c'est-à-dire que quand tu regardes un API maintenant, juste à regarder comment les URL sont construits, ça t'en dit beaucoup en disant, OK, c'est-tu quelque chose qui a été programmé en 2000 ou quelque chose qui a été programmé en 2018? C'est-à-dire, il y a des API que tu vois tout de suite, surtout si tu vois qu'en arrière, c'est du SOAP et tout, là, tu fais comme, oh, OK, c'est une vieille affaire. Puis, tandis que si tu vois que c'est comme la façon moderne, déjà, ça te sécurise, tu dis, oh, ils ont l'air à savoir comment ils font leurs choses, eux autres, c'est bien fait. C'est un peu comme, tu sais, quand t'arrives devant un magasin, si les vitrines sont toutes sales, tout ça, tu fais comme, wow, c'est quoi ce magasin-là? Mais si tout est beau, c'est éclairé, t'as des belles décorations de Noël, tu dis, wow, ça a l'air très bien, si ce magasin-là, on va rentrer, puis on va aller acheter de quoi. Donc, c'est un peu le même principe. Maintenant, ton URL est ta première façade que les gens voient. Ensuite, comme tu disais, c'est comment tu vas découvrir l'API, donc comment tu vas expérimenter l'API, le fameux portail, c'est comme la seconde façade. Puis forcément, après ça, tu as l'expérience d'utilisateur. Si c'est bien beau, c'est une belle façade, tout est beau, mais à toute fois que tu fais une requête, ça prend 18 minutes avant que tu reçoives la réponse. Tu as toujours des time-outs, tu vas faire comme, ben écoute, c'est pas utilisable ce système-là. Exactement. Okay. J'aime bien l'analogie. Ouais, c'est fun. Spécialement avec Noël qui arrive à grands pas, là. C'est une très bonne analogie. Il y a un autre segment, je pense, qui est important aussi, c'est qu'on a parlé beaucoup de, la sécurité, de la virtualisation des API, mais aussi l'API telle quelle. Et non seulement le style ou le design, mais l'architecture. Il y a un terme, qui s'appelle le middleware avec les API. Ça, c'est quelque chose que tu peux injecter dans, ASP.NET Core ou les anciens services Web API, où ce que tu peux coder ce middleware-là, puis l'injecter dans ton API comme ça. Chaque fois qu'il y a une requête puis une réponse, ça va effectuellement passer à travers de cela au moins une fois pour la requête, une fois pour la réponse. On m'a donné un exemple. Disons que tu veux coder
un middleware pour ton API pour prendre soin du logging. So là, tu vas injecter ça dans la requête. So, là, n'importe quel de tes API que tu vas ajouter le middleware à va loguer. So, automatiquement, ton API va loguer toutes les requêtes. Puis après ça, quand ça va ressortir du middleware, quand ça fait la réponse, tu peux aussi le plugger là-dedans pour que ça log la réponse. So là, maintenant, tu as une façon à envoyer, que ça peut être un event, ça peut être à une autre API qui va loguer, tu peux l'envoyer à Splunk ou quoi que ce soit. Là, tu as une façon de loguer n'importe quoi qui rentre dans l'API puis n'importe quoi qui sort dans l'API. Après ça, tu peux injecter, si tu veux, une façon de prendre soin des exceptions. So, si jamais tu as une exception, là, tu peux l'envoyer au même logger, mais d'une façon contrôlée avec un schéma que toi, tu as déterminé. Comme ça, que chacun des API est exactement pareil. So, là, tu serais rendu avec 2 middleware, un pour le logging, un pour les exceptions. Toutes tes API seraient pareilles. Puis là, tu n'aurais pas 3-4 équipes en dedans de ton entreprise qui font les choses de façon différente, qui loguent de façon différente. Tout serait centralisé. Le middleware, tu peux l'appliquer directement sur ton API service? C'est ça. Tu peux essentiellement l'injecter. Tu vas dire, comme moi, j'aimerais ça injecter ce middleware-là. Moi, j'ai une série de middleware que j'utilise toujours. Ça serait le logger. 2, ça serait les exceptions. 3, ça serait, selon moi, j'appelle ça l'enveloppe. Ça, c'est comme un peu controversé dans le domaine des API. Moi, j'aime ça standardiser la façon que la réponse retourne au client. Moi, j'envoie, par exemple, un statut, j'envoie comme un message et autre chose. Mais c'est exactement pareil pour chacun des API. Peu importe le résultat du API, moi, je renvoie ça dans une enveloppe. Ça, c'est un petit peu controversé. Est-ce qu'on devrait utiliser une enveloppe ou non? Mais moi, quand il y a une réponse qui retourne chez le client, l'enveloppe est toujours pareille. Comme ça, si tu utilises un API pour la monétisation ou créer un utilisateur ou vérifier le statut de quelque chose, la réponse est toujours pareille ou très semblable. La façon que la pagination est faite dans cette enveloppe-là, tout serait assez pareil. Puis une autre utilisation du middleware, ce serait pour faire la validation des fois, comme des certificats X509, les certificats clients. Si tu veux imbiber ça dans ton API, je ferais ça de façon consistante, comme ça 2-3 équipes le font pas de façon différente. Ça serait dans un middleware, tu veux juste l'injecter. Comme ça, que si l'équipe de testing teste toutes les différents middleware, tu peux les injecter dans toutes les API puis pas recommencer à retester le tout. Peux-tu t'imaginer si tu fais un X509, puis après ça, tu fais la vérification, une autre équipe le fait, puis là, il y a d'autres cycles de testing qui sont utilisés pour cela, ben là, tu es en train de gaspiller du temps. Mais ça, c'est définitivement quelque chose de très important quand que tu fais un API. C'est quoi, moi j'appelle ça des base layers. C'est quoi les éléments de base qui sont réutilisables pour ton API? Puis ça, c'est quelque chose que tu t'assieds, tu détermines qu'est-ce qui va être réutilisable dans toutes mes API. Définitivement, la pagination, il faut que ça soit pareil, la façon que je log les exceptions, l'enveloppe que je veux retourner. Moi, je pense que pour la sécurité, quand tu vas vérifier les jetons, tu devrais utiliser un package qui est déjà établi dans l'industrie. Tu prends quelque chose, ça a déjà été testé avec une dizaine de mille de clients. Tu as besoin de t'inquiéter que ça. Crée pas ton propre module. Mais pour les clients, certificats X509, là, ça, définitivement, d'habitude, je bâtis un module, mais c'est réutilisable avec toutes les API. Ça. Fait qu'il y a un gros travail au niveau de l'architecture qui doit être fait. Là, c'est pas juste le développeur là qui se met à écrire une coupe de méthodes là pour sauvegarder un client, modifier un client et tout ça, des commandes et tout ça. Il y a un travail dès que ton API et comporte plusieurs méthodes, plusieurs éléments, ben là, ça vaut la peine de passer du temps sur ces middleware-là parce que tu peux les réutiliser comme des bonnes pratiques sur tous tes API. Oui, c'est exactement ça. C'est quoi les éléments qui sont réutilisables à travers de tous les API ou
qu'est-ce que tu envisages d'utiliser à travers de chacun des API. Après ça, tu me mets ça dans un diagramme qui explique toutes les lanières de ton API, de logging, exception, quoi que ce soit. Puis un jour, quand que tu vas développer un nouveau API, tu vas avoir un squelette, essentiellement, tu sais, comme un gabarit, si tu veux, avec la pagination déjà préparée, le logging, des exceptions. Puis après ça, tu peux concentrer sur la conceptualisation de ton API. Ça, c'est toute une autre question. Est-ce que tu commences à coder l'API tel quel ou est-ce que tu vas dans Swagger Hub puis tu commences avec le OpenAPI spec puis après ça, tu fais l'architecture là puis après ça, tu génères le API. Puis ça, c'était une de mes sessions à Prairie DevCon. C'était le API first versus le code first. So, je trouve que la plupart des développeurs d'API, eux autres, ils commencent avec le code first. So, tu t'en vas dans Visual Studio, t'es confortable, tu sais, tu crées l'API, tu commences à coder, puis après ça, tu attaches Swagger Hub, tu génères OpenAPI. Swagger, ouais, le Swagger, puis le OpenAPI spec. Mais c'est vraiment utilisé pour faire la virtualisation, pour partager avec les clients. Ou est-ce que tu vas dans Swagger Hub, tu travailles avec les équipes qui ont une intention à utiliser ton API. Tu vas là, tu vas développer la spécification. Tu travailles, il y a 4-5 architectes de différentes équipes sur cet API-là. Puis après ça, tu utilises un outil pour générer comme une espèce de gabarit du API. Puis après ça, tu fais juste ajouter les règles de business, toutes le middleware que j'ai parlé de. Puis après ça, tu continues de cette façon-là. Il y a vraiment deux façons de débuter les API. C'est ça, code first ou design first. Design first, c'est ça. Alors, en faisant ton design, c'est que tu t'assures d'une uniformité. Tu t'assures aussi de passer du temps à y penser, c'est-à-dire que tu vas designer des méthodes de ton API qui répondent aux besoins des clients puis de l'entreprise aussi. Là. C'est ça, ça aide beaucoup pour la collaboration avec, selon moi, quand tu travailles de cette façon-là avec un outil comme Swagger Hub, tu travailles avec l'architecte qui va qui va être ton premier client. Puis après ça, c'est ça. Les autres vont peut-être dire, tu sais, au lieu d'un 200, OK, je vais faire un 201. J'aimerais ça ajouter quelques autres champs. Puis ça ouvre vraiment beaucoup de conversations et de collaboration. Puis selon moi, ton API va avoir un meilleur design que si tu t'envoies le coder, puis après ça, tu te dis, tiens, mon API est prêt, puis tu l'essayes. Puis après ça, tu sais, c'est 2 mois qui a passé par ce temps-là. Vraiment, tu collabores avec les gens qui doivent utiliser ton API. C'est difficile si quelqu'un a fait un API qui retourne 200 sur la création, mettons. De refaire un 201, toi, avec parce que ça te prend absolument c'est 201, mais tu retournes aussi le nouvel élément créé dans le payload du JSON, donc tu l'auras pas le payload si ça n'a pas été. Puis souvent, c'est juste un manque de je dirais pas de compétences ou de savoir-faire, puis quand tu as plusieurs architectes, ben, à un moment donné, entre nous, on peut s'auto-former en disant hey, as-tu pensé que tu pourrais faire ça? Puis là, les gens se mettent à appliquer ces pratiques-là qui sont les bonnes pratiques, finalement, de l'industrie. C'est ça. Puis aussi, c'est très bien pour... je sais que j'utilise le mot collaboration beaucoup, là, mais quand je pense aux API, c'est qui est responsable pour établir les schémas et les règles, les styles, les designs? Est-ce que c'est l'équipe d'intégration? Est-ce que c'est l'équipe de marketing qui font des sites web avec des spas? Ou est-ce que c'est l'équipe qui prenne soin, disons, d'un CMS qui est comme un headless CMS avec plein d'API? Qui est responsable dans une entreprise? D'habitude, c'est l'équipe d'intégration parce que traditionnellement, ils ont travaillé avec SOAP, avec des API REST. Ils ont travaillé avec... tu sais, des API managers dans l'ancien temps, il y avait comme Akana ou RogueWave, il y avait des services de virtualisation pour les services WCF. Vraiment, ils sont familiers avec ces choses-là. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'ils appellent les citizen developers, eux autres aussi veulent faire les designs, ils veulent faire partir de comme l'équipe qui prend soin des styles. Puis
si tu les inclus pas, c'est comme si tu les as ostracisés comme d'une façon. Mais quand tu les inclus, c'est très bon pour la collaboration, puis c'est bon pour le moral de Mais l'équipe. souvent, les citizen développeurs, ils ont pas un background d'informaticien. Ils ont plus des backgrounds métiers. Puis c'est là où est-ce qu'il y a un petit clash, c'est-à-dire que quand tu commences à en parler un peu trop technique, souvent, c'est comme, c'est pas important, ça, c'est pas important, puis c'est comme, oui, c'est très important, c'est ce qui fait la différence entre un API sérieux puis quelque chose qui va être facilement attaquable. Hey, j'ai un cas où si, par exemple, j'ai bâti un API que je veux monétiser, c'est-à-dire que je veux donner accès à certains clients, puis je veux qu'ils payent, soit, je sais pas moi, au nombre de hits, je vais calculer le nombre de calls qui sont faits. Est-ce que je dois faire ça, ce calcul-là, toute cette mathématique-là manuellement, ou il y a quelque chose dans Azure qui peut m'aider? Ah ouais, c'est une très bonne question. Dans Azure, le produit c'est Azure API Management, le service. On a parlé de cela. Puis ça, c'était le produit PaaS qui vient virtualiser les API. Quand que tu virtualises un API, tu peux dire que il y a comme une classification. Soit tu peux dire que cet API-là, c'est un produit. Soit tu peux donner accès à un produit à certains clients. Soit disons que toi, Guy, t'appartiens à une compagnie qui s'appelle Super API. Soit moi, je peux faire un produit qui s'appelle Super API. Là, je te donne accès à Super API. Dans Azure API Manager, la façon qu'ils font la monetization, c'est que tu utilises un service REST pour aller voir les statistiques. Puis après ça, tu peux envoyer ça à un service comme Stripe ou quoi que ce soit. Puis après ça, tu peux faire la monétisation de cette façon-là. So Stripe va demander aux clients de payer. Mais vraiment, toi, tu dois accéder aux statistiques. So, tu as vraiment deux choix, je pense, en Azure. Tu peux faire ça avec un third party comme Stripe, ou tu peux aller avec le marketplace. So, tu sais, en Azure, il y a un marketplace. C'est possible aussi d'aller à travers le marketplace, puis ils ont des, qu'est-ce qu'ils appellent le metering service. So, tu peux envoyer des dimensions. So, tu pourrais dire, comme moi, je vais charger, 10 cents par appel API. Puis après ça, tu envoyerais les données au marketplace. Puis là, ça serait chargé directement au client. L'avantage avec ça, c'est que des fois, il y a des enterprise agreements. Les gens ils payent déjà leur bill Azure. Ils ont payé comme, ils ont des deals avec Azure, puis ils doivent, abaisser leur consommation, avec, des paiements ou quoi que ce soit. So, vraiment, tu vas aller contre le marketplace. Il y a deux façons, c'est ça. So, tu vas toujours utiliser le REST API contre l'API Manager pour sortir les statistiques. Tu devrais créer des produits pour les différents clients. Comme ça, c'est segmenté par client. Comme ça, tu vas savoir exactement pour quel API, quel produit que ce client-là a utilisé, c'est quoi la consommation. Puis une fois que tu as cela, c'est libre à toi. Tu peux aller avec un service comme Stripe. Puis il y a la documentation où tu peux aller créer dans le marketplace un offre où ce que les gens vont venir, c'est comme tu vas t'abonner, puis après ça, ton API Manager avec le REST API, toi, tu vas envoyer les statistiques au marketplace. Après ça, ils vont payer avec la subscription Azure. Mais on revient toujours au service Azure API Management, l'API Manager. Là, c'est comme, au fil de la discussion, ce service-là est tout le temps revenu. Et quand on parle de sécurité, quand on parle de bonnes pratiques, quand on parle de monétiser, c'est le service qui me semble être essentiel quand on expose des API commerciaux ou quand on en a plusieurs là en entreprise. On peut pas passer à côté de lui là. Ouais, selon moi je pense que c'est nécessaire. Ça, c'est une opinion personnelle, mais moi, chaque fois que j'expose un API, il y a toujours un API Manager ou quoi que ce soit. Si tu en as seulement un ou deux API, il y a d'autres produits qui sont gratis que tu peux aller essayer. Entre-temps, ça, tu peux, une fois que ton programme a évolué et tu as plus de API, là, tu peux changer de service à un API Manager, mais il y a d'autres proxys qui sont gratis que tu peux utiliser entre-temps quand tu es en train de maturer. Là. Mais c'est ça. Moi, selon moi, quand tu as des API, je mettrais un API Manager en avant. Donc, j'ai fait. OK. Ben écoute, tu vois, je pense que ça fait un bon tour de
en tout cas, une prise de conscience, j'ose espérer, pour nos auditeurs qui étaient peut-être moins familiers sur l'importance, là, quand on industrialise un API, que c'est pas juste... Ben, c'est pas juste comme d'aller dans Visual Studio, là, right-click, on fait une coupe de méthodes, puis on publish ça, là. C'est plus complexe que ça en a l'air. Mm-hmm. Ben, merci beaucoup, Joël. Nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. On va souhaiter aussi un joyeux temps des fêtes. C'est l'émission du mois de décembre, donc Noël arrive à grands pas. Puis c'est une période où est-ce qu'on peut se retrouver toutes nos familles et tout. C'est toujours, en tout cas, beaucoup de moments de plaisir. Puis là, ça s'annonce cette année que, contrairement, en tout cas, en Occident, les 2 dernières années, on s'est toujours retrouvé avec des crises de COVID. Mais là, cette année, en tout cas, on se croise les doigts, là. On va peut-être être capable de faire des réunions de famille, puis pas sortir. Ben oui, du gars qui a pogné la COVID, justement. Ouais. Au moins, je suis immunisé, donc, les parties des fêtes, je vais pouvoir dire, moi, je viens de l'avoir, donc, c'est pas moi qui va vous l'amener. Non, mais tout ça pour dire à nos auditeurs qu'il y a des fortes chances que ce soit un peu plus joyeux, plus festif que les années passées, donc profitez-en. Pas trop de rapprochements pour éviter la COVID ou la grippe. Puis on va quand même vous souhaiter aussi bonne programmation parce qu'on sait que les gens continuent toujours à programmer. Quand c'est une passion, c'est une passion. Ouais, puis on se revoit en 2023. Ouais, pour une autre année. À la prochaine. Ouais, merci Joël, au revoir. OK, mon plaisir. Bonne année. Visual Studio Talk Show.